Honoré de Balzac. L'Auberge rouge. Honoré Balzac naît à Tours, le 20 mai 1799. Sa mère appartient à la bourgeoisie parisienne et son père est clerc du procureur, avant de devenir secrétaire au conseil du roi. L'année suivante naît sa sœur, Laure, qui sera toujours sa plus proche confidente. En 1814, la famille Balzac s'installe à Paris. Le jeune Honoré commence des études de droit avant de devenir clerc de notaire. Mais dès 1819, il change de carrière, s'installe dans une mansarde rue de Lesdiguières et décide de se consacrer à l'écriture. Ses premiers essais littéraires paraissent sous divers pseudonymes. Les années suivantes, il vit une liaison avec Laure de Berny, duchesse d'Abrantès, de 22 ans son aînée, dont il resta proche toute sa vie, et rencontre les artistes de son époque, comme Eugène Delacroix. Après s'être essayé sans beaucoup de succès, et surtout avec beaucoup de dettes, à l'édition et à l'imprimerie, il revient à l'écriture, et en 1829, publie avec succès 2 romans. Le dernier Chouan ou la Bretagne en 1800, qui deviendra par la suite Les Chouans, et Physiologie du mariage. Dès lors, les parutions se succèdent. Études de femmes, La maison du chat qui pelote, Sarrasine, Le chef-d'œuvre inconnu, La peau de chagrin, L'auberge rouge, Maître Cornelius. En plus de son impressionnante production littéraire, il mène une vie très mondaine dans les salons parisiens et collabore à plusieurs revues. Toujours à l'affût de nouveaux projets, il cherche à devenir riche, mais ses investissements le conduisent souvent au bord de la faillite. En 1831, il rassemble La peau de chagrin et 12 autres récits dans 3 volumes, romans et contes philosophiques. Il fait la connaissance de Théophile Gautier et devient l'amant d'Olympe Pélissier, future femme de Rossini. Fin 1833, paraissent Eugénie Grandet et Le curé de Tours. Quelques mois plus tard, il rencontre sa mystérieuse correspondante, qui signait ses lettres éperdues d'admiration du nom de l'étrangère, la comtesse polonaise Ewanska, qui devient sa maîtresse. Il publie ensuite Le lys dans la vallée et commence à écrire César Birotteau et les illusions perdues. Il signe un contrat avec l'éditeur Furnes pour ce qui s'intitulera désormais La comédie humaine. 17 volumes paraîtront entre 1842 et 1848. En 1843, il rejoint à Saint-Pétersbourg Ewanska, devenue veuve. Il fera plusieurs séjours en Russie auprès de sa maîtresse, avant de l'épouser en 1850. Balzac, malade, épuisé, meurt quelques mois plus tard, le 18 août 1850, rue Fortuné, l'actuelle rue Balzac. Victor Hugo a prononcé son éloge funèbre. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Vous allez réécouter un livre audio. Nous vous remercions de respecter le droit d'auteur et de ne pas diffuser de manière gratuite ou payante ce contenu audio. C'est avec cette attitude responsable que vous contribuez au développement du livre audio et que vous encouragez de nouveaux enregistrements. Si vous avez aimé ce livre, n'hésitez cependant pas à en parler autour de vous. Merci d'avance et bonne écoute. Écoutez pour comprendre. Vous présente L'Auberge rouge d'Honoré de Balzac, élu par Caroline Laletta-Balini. Honoré de Balzac, L'Auberge rouge, édition d'Adrien Goetz. Dans une auberge au bord du Rhin, sont réunis par le hasard 2 jeunes Françaises et un riche négociant allemand,
qui passent une agréable soirée avant d'aller se coucher. Au petit matin, on retrouve le négociant décapité. Dans les brumes de l'Allemagne romantique, l'inspecteur Balzac mène l'enquête. Cette nouvelle est extraite du recueil « Le chef-d'œuvre inconnu et autres nouvelles », folio numéro 2577. Là, il conçut la plus profonde horreur pour lui-même, et sentant néanmoins sa vertu faible, craignant encore de succomber à la fascination à laquelle il était en proie, il sauta vivement sur le chemin et se promena le long du Rhin, en faisant pour ainsi dire sentinelle devant l'auberge. Souvent il atteignait Andernach dans sa promenade précipitée. Souvent aussi ses pas le conduisaient au versant par lequel il était descendu pour arriver à l'auberge. Mais le silence de la nuit était si profond, il se fiait si bien sur les chiens de garde, que parfois il perdit de vue la fenêtre qu'il avait laissée ouverte. Son but était de se lasser et d'appeler le sommeil. Cependant, en marchant ainsi sous un ciel sans nuages, en admirant les belles étoiles, frappé peut-être aussi par l'air pur de la nuit et par le bruissement mélancolique des flots, il tomba dans une rêverie qui le ramena par degrés à de saines idées de morale. La raison finit par dissiper complètement sa frénésie momentanée. Les enseignements de son éducation, les préceptes religieux, et surtout, m'a-t-il dit, les images de la vie modeste qu'il avait jusqu'alors menée sous le toit paternel, triomphèrent de ses mauvaises pensées. Quand il revint, après une longue méditation au charme de laquelle il s'était abandonné sur le bord du Rhin, en restant accoudé sur une grosse pierre, il aurait pu, m'a-t-il dit, non pas dormir, mais veiller près d'un milliard en or. Au moment où sa probité se releva, fière et forte de ce combat, il se mit à genoux, dans un sentiment d'extase et de bonheur, remercia Dieu, se trouva heureux, léger, content, comme au jour de sa première communion, où il s'était cru digne des anges, parce qu'il avait passé la journée sans péché, ni en parole, ni en action, ni en pensée. Il revint à l'auberge, ferma la fenêtre sans crainte de faire du bruit, et se mit au lit sur-le-champ. Sa lassitude morale et physique le livra sans défense au sommeil. Peu de temps après avoir posé sa tête sur son matelas, il tomba dans cette somnolence première et fantastique qui précède toujours un profond sommeil. Alors les sens s'engourdissent, et la vie s'abolit graduellement. Les pensées sont incomplètes, et les derniers tressaillements de nos sens simulent une sorte de rêverie. Comme l'air est lourd, se dit Prosper. Il me semble que je respire une vapeur humide. Il s'expliqua vaguement cet effet de l'atmosphère par la différence qui devait exister entre la température de la chambre et l'air pur de la campagne. Mais il entendit bientôt un bruit périodique, assez semblable à celui que font les gouttes d'eau d'une fontaine en tombant du robinet. Obéissant à une terreur panique, il voulut se lever et appeler l'hôte, réveiller le négociant ou Willem. Mais il se souvint alors, pour son malheur, de l'horloge de bois, et croyant reconnaître le mouvement du balancier, il s'endormit dans cette indistincte et confuse perception. « Voulez-vous de l'eau, monsieur Taillefer » dit le maître de la maison, en voyant le banquier prendre machinalement la carafe. Elle était vide. Monsieur Hermann continua son récit, après la légère pause occasionnée par l'observation du banquier. Le lendemain matin, dit-il, Prosper Magnan fut réveillé par un grand bruit. Il lui semblait avoir entendu des cris perçants, et il ressentait ce violent tressaillement de nerfs que nous subissons lorsque nous achevons, au réveil, une sensation pénible commencée pendant notre sommeil. Il s'accomplit en nous un fait physiologique, un sursaut, pour me servir de l'expression vulgaire, qui n'a pas encore été suffisamment observée, quoiqu'il contienne des phénomènes curieux pour la science. Cette terrible angoisse, produite peut-être par une réunion trop subite de nos deux natures, presque toujours séparées pendant le sommeil, est ordinairement rapide. Mais elle persista chez le pauvre Sous-Aide,
s'accrut même tout à coup, et lui causa la plus affreuse horripilation, quand il aperçut une mare de sang entre son matelas et le lit de Wallenfer. La tête du pauvre Allemand gisait à terre. Le corps était resté dans le lit. Tout le sang avait jailli par le cou. En voyant les yeux encore ouverts et fixes, en voyant le sang qui avait taché ses draps et même ses mains, en reconnaissant son instrument de chirurgie sur le lit, Prosper Magnan s'évanouit et tomba dans le sang de Wallenfer. C'était déjà, m'a-t-il dit, une punition de mes pensées. Quand il reprit connaissance, il se trouva dans la salle commune. Il était assis sur une chaise, environné de soldats français, et devant une foule attentive et curieuse. Il regarda stupidement un officier républicain, occupé à recueillir les dépositions de quelques témoins, et à rédiger sans doute un procès-verbal. Il reconnut l'hôte, sa femme, les deux mariniers et la servante de l'auberge. L'instrument de chirurgie dont s'était servi l'assassin. Ici, M. Taillefer toussa, tira son mouchoir de poche pour se moucher et s'essuya le front. Ces mouvements assez naturels ne furent remarqués que par moi. Tous les convives avaient les yeux attachés sur M. Hermann et l'écoutaient avec une sorte d'avidité. Le fournisseur appuya son coude sur la table, mit sa tête dans sa main droite et regarda fixement Hermann. Dès lors, il ne laissa plus échapper aucune marque d'émotion ni d'intérêt. Mais sa physionomie resta pensive et terreuse, comme au moment où il avait joué avec le bouchon de la carafe. L'instrument de chirurgie dont s'était servi l'assassin se trouvait sur la table avec la trousse, le portefeuille et les papiers de Prosper. Les regards de l'assemblée se dirigeaient alternativement sur ces pièces de conviction et sur le jeune homme, qui paraissait mourant et dont les yeux éteints semblaient ne rien voir. La rumeur confuse qui se faisait entendre au dehors accusait la présence de la foule attirée devant l'auberge par la nouvelle du crime, et peut-être aussi par le désir de connaître l'assassin. Les pas des sentinelles placés sous les fenêtres de la salle, le bruit de leurs fusils dominait le murmure des conversations populaires. Mais l'auberge était fermée, la cour était vide et silencieuse. Incapable de soutenir le regard de l'officier qui verbalisait, Prosper Magnan se sentit la main pressée par un homme et leva les yeux pour voir quel était son protecteur parmi cette foule ennemie. Il reconnut, à l'uniforme, le chirurgien-major de la demi-brigade cantonnée à Andernach. Le regard de cet homme était si perçant, si sévère, que le pauvre jeune homme en frissonna et laissa aller sa tête sur le dos de la chaise. Un soldat lui fit respirer du vinaigre, et il reprit aussitôt connaissance. Cependant, ses yeux hagards parurent tellement privés de vie et d'intelligence, que le chirurgien dit à l'officier, après avoir tâté le pouls de Prosper, « Capitaine, il est impossible d'interroger cet homme-là dans ce moment-ci. » « Eh bien, emmenez-le, répondit le capitaine en interrompant le chirurgien et en s'adressant à un caporal qui se trouvait derrière le sous-aide. « Sacré lâche, lui dit à voix basse le soldat, tâche au moins de marcher ferme devant ces matins d'Allemands, afin de sauver l'honneur de la République. » Cette interpellation réveilla Prosper Magnan, qui se leva, fit quelques pas. Mais lorsque la porte s'ouvrit, qu'il se sentit frappé par l'air extérieur, et qu'il vit entrer la foule, ses forces l'abandonnèrent, ses genoux fléchirent, il chancela. « Ce tonnerre de carabin-là mérite 2 fois la mort. Marche donc, dirent les 2 soldats qui lui prêtaient le secours de leurs bras afin de le soutenir. Oh, le lâche, c'est lui, le voilà, le voilà. Ces mots lui semblaient dits par une seule voix, la voix tumultueuse de la foule qui l'accompagnait en l'injuriant et grossissait à chaque pas. Pendant le trajet de l'auberge à la prison, le tapage que le peuple et les soldats faisaient en marchant, le murmure des différents colloques, la vue du ciel et la fraîcheur de l'air, l'aspect d'Andernach et le frissonnement des eaux du Rhin, ces impressions arrivaient à l'âme du sous-aide, vagues, confuses,
terne comme toutes les sensations qu'il avait éprouvées depuis son réveil. Par moments il croyait, m'a-t-il dit, ne plus exister. J'étais alors en prison, dit M. Hermann en s'interrompant. Enthousiaste comme nous le sommes tous à 20 ans, j'avais voulu défendre mon pays, et commandais une compagnie franche que j'avais organisée aux environs d'Andernach. Quelques jours auparavant, j'étais tombé pendant la nuit, au milieu d'un détachement français composé de 800 hommes. Nous étions tout au plus 200. Mes espions m'avaient vendu. Je fus jeté dans la prison d'Andernach. Il s'agissait alors de me fusiller pour faire un exemple qui intimida le pays. Les Français parlaient aussi de représailles, mais le meurtre dont les républicains voulaient tirer vengeance sur moi ne s'était pas commis dans l'électorat. Mon père avait obtenu un sursis de 3 jours, afin de pouvoir aller demander ma grâce au général Augereau, qui la lui accorda. Je vis donc Prosper Magnan, au moment où il entra dans la prison d'Andernach, et il m'inspira la plus profonde pitié. Quoiqu'il fût pâle, défait, taché de sang, sa physionomie avait un caractère de candeur et d'innocence qui me frappa vivement. Pour moi, l'Allemagne respirait dans ses longs cheveux blonds, dans ses yeux bleus. Véritable image de mon pays défaillant, il m'apparut comme une victime et non comme un meurtrier. Au moment où il passa sous ma fenêtre, il jeta, je ne sais où, le sourire amer et mélancolique d'un aliéné qui retrouve une fugitive lueur de raison. Ce sourire n'était certes pas celui d'un assassin. Quand je vis le geôlier, je le questionnai sur son nouveau prisonnier. Il n'a pas parlé depuis qu'il est dans son cachot. Il s'est assis, a mis sa tête entre ses mains, et dort ou réfléchit à son affaire. À entendre les Français, il aura son compte demain matin, et sera fusillé dans les 24 heures. Je demeurai le soir sous la fenêtre du prisonnier, pendant le court instant qui m'était accordé, pour faire une promenade dans la cour de la prison. Nous causâmes ensemble, et il me raconta naïvement son aventure, en répondant avec assez de justesse à mes différentes questions. Après cette première conversation, je ne doutais plus de son innocence. Je demandai, j'obtins la faveur de rester quelques heures près de lui. Je le vis donc à plusieurs reprises, et le pauvre enfant m'initia sans détour à toutes ses pensées. Il se croyait à la fois innocent et coupable. Se souvenant de l'horrible tentation à laquelle il avait eu la force de résister, il craignait d'avoir accompli, pendant son sommeil et dans un accès de somnambulisme, le crime qu'il rêvait éveillé. « Mais votre compagnon, lui dis-je. »« Oh » s'écria-t-il avec feu, « Willem est incapable, il n'acheva même pas. » À cette parole chaleureuse, pleine de jeunesse et de vertu, je lui serrai la main. « À son réveil, reprit-il, il aura sans doute été épouvanté, il aura perdu la tête, il se sera sauvé, sans vous éveiller, lui dis-je. Mais alors votre défense sera facile, car la valise de Wallenfer n'aura pas été volée. » Tout à coup il fondit en larmes. « Oh, oui, je suis innocent, s'écria-t-il. Je n'ai pas tué. Je me souviens de mes songes. Je jouais aux bars avec mes camarades de collège. Je n'ai pas dû couper la tête de ce négociant en rêvant que je courais. » Puis, malgré les lueurs d'espoir qui parfois lui rendirent un peu de calme, il se sentait toujours écrasé par un remords. Il avait bien certainement levé le bras pour trancher la tête du négociant. Il se faisait justice, et ne se trouvait pas le cœur pur, après avoir commis le crime dans sa pensée. « Et cependant je suis bon, s'écriait-il. Oh, ma pauvre mère, peut-être en ce moment joue-t-elle gaiement à l'impériale, avec ses voisines dans son petit salon de tapisserie. Si elle savait que j'ai seulement levé la main pour assassiner un homme, oh, elle mourrait, et je suis en prison, accusé d'avoir commis un crime. Si je n'ai pas tué cet homme, je tuerai certainement ma mère. » À ces mots il ne pleura pas, mais animé de cette fureur courte et vive assez familière aux Picards, il s'élança vers la muraille
et si je ne l'avais pas retenu, il s'y serait brisé la tête. « Attendez votre jugement, lui dis-je, vous serez acquitté, vous êtes innocent. Et votre mère… » « Ma mère, s'écria-t-il avec fureur, elle apprendra mon accusation avant tout. Dans les petites villes, cela se fait ainsi. La pauvre femme en mourra de chagrin. D'ailleurs, je ne suis pas innocent. Voulez-vous savoir toute la vérité ? Je sens que j'ai perdu la virginité de ma conscience. » Après ce terrible mot, il s'assit, se croisa les bras sur la poitrine, inclina la tête et regarda la terre d'un air sombre. En ce moment, le porte-clés vint me prier de rentrer dans ma chambre. Mais, fâché d'abandonner mon compagnon, en un instant où son découragement me paraissait si profond, je le serrai dans mes bras avec amitié. « Prenez patience, lui dis-je, tout ira bien peut-être. Si la voix d'un honnête homme peut faire taire vos doutes, apprenez que je vous estime et vous aime. Acceptez mon amitié et dormez sur mon cœur, si vous n'êtes pas en paix avec le vôtre. » Le lendemain, un caporal et 4 fusiliers vinrent chercher le sous-aide vers 9 heures. En entendant le bruit que firent les soldats, je me mis à ma fenêtre. Lorsque le jeune homme traversa la cour, il jeta les yeux sur moi. Jamais je n'oublierai ce regard plein de pensées, de pressentiments, de résignation et de je ne sais quelle grâce triste et mélancolique. Ce fut une espèce de testament silencieux et intelligible par lequel un ami léguait sa vie perdue à son dernier ami. La nuit avait sans doute été bien dure, bien solitaire pour lui. Mais aussi peut-être la pâleur empreinte sur son visage accusait-elle un stoïcisme puisé dans une nouvelle estime de lui-même. Peut-être s'était-il purifié par un remords, et croyait-il laver sa faute dans sa douleur et dans sa honte. Il marchait d'un pas ferme, et dès le matin, il avait fait disparaître les taches de sang dont il s'était involontairement souillé. Mes mains y ont fatalement trempé pendant que je dormais, car mon sommeil est toujours très agité, m'avait-il dit la veille, avec un horrible accent de désespoir. J'appris qu'il allait comparaître devant un conseil de guerre. La division devait, le surlendemain, se porter en avant, et le chef de demi-brigade ne voulait pas quitter Andernach sans faire justice du crime sur les lieux mêmes où il avait été commis. Je restai dans une mortelle angoisse pendant le temps que dura ce conseil. Enfin, vers midi, Prosper Magnan fut ramené en prison. Je faisais en ce moment ma promenade accoutumée. Il m'aperçut et vint se jeter dans mes bras. « Perdu, me dit-il, je suis perdu, sans espoir. Ici, pour tout le monde, je serai donc un assassin. » Il releva la tête avec fierté. « Cette injustice m'a rendu tout entière à mon innocence. Ma vie aurait toujours été troublée, ma mort sera sans reproche. Mais y a-t-il un avenir ? » Tout le XVIIIe siècle était dans cette interrogation soudaine. Il resta pensif. « Enfin, lui dis-je, comment avez-vous répondu ? Que vous a-t-on demandé ? N'avez-vous pas dit naïvement le fait, comme vous me l'avez raconté ?» Il me regarda fixement pendant un moment. Puis, après cette pause effrayante, il me répondit avec une fiévreuse vivacité de parole. Ils m'ont demandé d'abord « Êtes-vous sorti de l'auberge pendant la nuit ?» J'ai dit oui. « Par où ?» J'ai rougi et j'ai répondu « Par la fenêtre. »« Vous l'avez donc ouverte ?» ?»« Oui, ai-je dit. »« Vous y avez bien mis de la précaution. L'aubergiste n'a rien entendu. » Je suis resté stupéfait. Les mariniers ont déclaré m'avoir vu me promenant, allant tantôt à Andernach, tantôt vers la forêt. J'ai fait, disent-ils, plusieurs voyages. J'ai enterré l'or et les diamants. Enfin, la valise ne s'est pas retrouvée. Puis j'étais toujours en guerre avec mes remords. Quand je voulais parler, « Tu as voulu commettre le crime !» me criait une voix impitoyable. Tout était contre moi, même moi.
Ils m'ont questionné sur mon camarade, et je l'ai complètement défendu. Alors ils m'ont dit « Nous devons trouver un coupable entre vous, votre camarade, l'aubergiste et sa femme. Ce matin, toutes les fenêtres et les portes se sont trouvées fermées. » À cette observation, reprit-il, je suis resté sans voix, sans force, sans âme. Plus sûr de mon ami que de moi-même, je ne pouvais l'accuser. J'ai compris que nous étions regardés tous deux comme également complices de l'assassinat, et que je passais pour le plus maladroit. J'ai voulu expliquer le crime par le somnambulisme, et justifier mon ami. Alors j'ai divagué. Je suis perdu. J'ai lu ma condamnation dans les yeux de mes juges. Ils ont laissé échapper des sourires d'incrédulité. Tout est dit. Plus d'incertitude. Demain je serai fusillé. Je ne pense plus à moi, reprit-il, mais à ma pauvre mère. Il s'arrêta, regarda le ciel, et ne versa pas de larmes. Ses yeux étaient secs et fortement convulsés. Frédéric. Ah, l'autre se nommait Frédéric. Frédéric. Oui, c'est bien là le nom, s'écria M. Hermann d'un air de triomphe. Ma voisine me poussa le pied et me fit un signe en me montrant M. Taillefer. L'ancien fournisseur avait négligemment laissé tomber sa main sur ses yeux. Mais entre les intervalles de ses doigts, nous crûmes voir une flamme sombre dans son regard. « Hein, me dit-elle à l'oreille, s'il se nommait Frédéric ?» Je répondis en la guignant de l'œil, comme pour lui dire « Silence !» Hermann reprit ainsi. « Frédéric, s'écria le sous-aide, Frédéric m'a lâchement abandonné. Il aura eu peur. Peut-être se sera-t-il caché dans l'auberge, car nos 2 chevaux étaient encore le matin dans la cour. Quel incompréhensible mystère, ajouta-t-il après un moment de silence. Le somnambulisme. Le somnambulisme. Je n'en ai eu qu'un seul accès dans ma vie, et encore à l'âge de 6 ans. M'en irai-je d'ici, reprit-il, frappant du pied sur la terre, en emportant tout ce qu'il y a d'amitié dans le monde? Mourrai-je donc 2 fois en doutant d'une fraternité commencée à l'âge de 5 ans et continuée au collège, aux écoles? Où est Frédéric? Il pleura. Nous tenons donc plus à un sentiment qu'à la vie. Rentrons, me dit-il. Je préfère être dans mon cachot. Je ne voudrais pas qu'on me vît pleurant. J'irai courageusement à la mort, mais je ne sais pas faire de l'héroïsme à contretemps, et j'avoue que je regrette ma jeune et belle vie. Pendant cette nuit, je n'ai pas dormi. Je me suis rappelé les scènes de mon enfance, et je me suis vu courant dans ces prairies, dont le souvenir a peut-être causé ma perte. J'avais de l'avenir, me dit-il en s'interrompant. 12 hommes, un sous-lieutenant qui criera « Portez armes, Anjou, feu !» Un roulement de tambour et l'infamie. Voilà mon avenir maintenant. Oh, il y a un Dieu où tout cela serait par trop niais. Alors il me prit et me serra dans ses bras, en m'étreignant avec force. Ah, vous êtes le dernier homme avec lequel j'aurais pu épancher mon âme. Vous serez libre, vous. Vous verrez votre mère. Je ne sais si vous êtes riche ou pauvre, mais qu'importe. Vous êtes le monde entier pour moi. Ils ne se battront pas toujours, ceux-ci. Eh bien, quand ils seront en paix, allez à Beauvais. Si ma mère survit à la fatale nouvelle de ma mort, vous l'y trouverez. Dites-lui ces consolantes paroles. Il était innocent. Elle vous croira, reprit-il. Je vais lui écrire, mais vous lui porterez mon dernier regard. Vous lui direz que vous êtes le dernier homme que j'aurai embrassé. Ah, combien elle vous aimera, la pauvre femme, vous qui aurez été mon dernier ami. Ici, dit-il, après un moment de silence, pendant lequel il resta comme accablé sous le poids de ses souvenirs, chefs et soldats me sont inconnus, et je leur fais horreur à tous. Sans vous, mon innocence serait un secret entre le ciel et moi. Je lui jurai d'accomplir saintement ses dernières volontés. Mes paroles, mon effusion de cœur le touchèrent. Peu de temps après, les soldats revinrent le chercher,
et le ramenèrent au conseil de guerre. Il était condamné. J'ignore les formalités qui devaient suivre, ou accompagner ce premier jugement. Je ne sais pas si le jeune chirurgien défendit sa vie dans toutes les règles, mais il s'attendait à marcher au supplice le lendemain matin, et passa la nuit à écrire à sa mère. « Nous serons libres tous deux, me dit-il en souriant, quand je l'allai voir le lendemain. J'ai appris que le général a signé votre grâce. » Je restai silencieux, et le regardai pour bien graver ses traits dans ma mémoire. Alors il prit une expression de dégoût et me dit « J'ai été tristement lâche. J'ai pendant toute la nuit demandé ma grâce à ces murailles. » Et il me montrait les murs de son cachot. « Oui, oui, reprit-il, j'ai hurlé de désespoir. Je me suis révolté. J'ai subi la plus terrible des agonies morales. J'étais seul. Maintenant, je pense à ce que vont dire les autres. Le courage est un costume à prendre. Je dois aller décemment à la mort. Aussi, les deux justices. « Oh, n'achevez pas !» s'écria la jeune personne qui avait demandé cette histoire, et qui interrompit alors brusquement le Nurembergeois. « Je veux demeurer dans l'incertitude et croire qu'il a été sauvé. Si j'apprenais aujourd'hui qu'il a été fusillé, je ne dormirais pas cette nuit. Demain, vous me direz le reste. » Nous nous levâmes de table. En acceptant le bras de M. Hermann, ma voisine lui dit « Il a été fusillé, n'est-ce pas ?»« Oui, je fus témoin de l'exécution. »« Comment, monsieur, dit-elle, vous avez pu ?»« Il l'avait désiré, madame. Il y a quelque chose de bien affreux à suivre le convoi d'un homme vivant, d'un homme que l'on aime, d'un innocent. » Ce pauvre jeune homme ne cessa pas de me regarder. Il semblait ne plus vivre qu'en moi. Il voulait, disait-il, que je reportasse son dernier soupir à sa mère. Eh bien, l'avez-vous vu? À la paix d'Amiens, je vins en France pour apporter à la mère cette belle parole. Il était innocent. J'avais religieusement entrepris ce pèlerinage, mais madame Magnan était morte de consomption. Ce ne fut pas sans une émotion profonde que je brûlai la lettre dont j'étais porteur. Vous vous moquerez peut-être de mon exaltation germanique, mais je vis un drame de mélancolie sublime dans le secret éternel qui allait ensevelir ses adieux, jetés entre deux tombes, ignorés de toute la création, comme un cri poussé au milieu du désert par le voyageur que surprend un lion. Et si l'on vous mettait face à face avec un des hommes qui sont dans ce salon, en vous disant « Voilà le meurtrier », ne serait-ce pas un autre drame, lui demandai-je en l'interrompant, et que feriez-vous? M. Hermann alla prendre son chapeau et sortit. « Vous agissez en jeune homme, et bien légèrement, me dit ma voisine. Regardez Taillefer, tenez, assis dans la bergère, là, au coin de la cheminée. Mademoiselle Fanny lui présente une tasse de café. Il sourit. Un assassin que le récit de cette aventure aurait dû mettre au supplice pourrait-il montrer tant de calme? N'a-t-il pas un air vraiment patriarcal? Oui, mais allez lui demander s'il a fait la guerre en Allemagne, m'écriai-je. Pourquoi non? Et avec cette audace dont les femmes manquent rarement, lorsqu'une entreprise leur sourit, ou que leur esprit est dominé par la curiosité, ma voisine s'avança vers le fournisseur. « Vous êtes allé en Allemagne, lui dit-elle. » Taillefer faillit laisser tomber sa soucoupe. « Moi, madame? Non, jamais. »« Que dis-tu donc là, Taillefer » répliqua le banquier en l'interrompant. « N'étais-tu pas dans les vivres à la campagne de Wagram ?»« Ah oui, répondit M. Taillefer, cette fois-là j'y suis allé. »« Vous vous trompez, c'est un bon homme, me dit ma voisine en revenant près de moi. »« Eh bien, m'écriai-je, avant la fin de la soirée, je chasserai le meurtrier hors de la fange où il se cache. » Il se passe tous les jours, sous nos yeux, un phénomène moral, d'une profondeur étonnante, et cependant trop simple pour être remarqué.
Si dans un salon, deux hommes se rencontrent, dont l'un ait le droit de mépriser ou de haïr l'autre, soit par la connaissance d'un fait intime et latent dont il est entaché, soit par un état secret, ou même par une vengeance à venir, ces deux hommes se devinent et pressentent l'abîme qui les sépare, ou doit les séparer. Ils s'observent à leur insu, se préoccupent d'eux-mêmes. Leurs regards, leurs gestes, laissent transpirer une indéfinissable émanation de leurs pensées. Il y a un aimant entre eux. Je ne sais qui s'attire le plus fortement, de la vengeance ou du crime, de la haine ou de l'insulte. Semblables aux prêtres, qui ne pouvaient consacrer l'hostie en présence du malin esprit, ils sont tous deux gênés, défiants. L'un est poli, l'autre sombre. Je ne sais lequel. L'un rougit ou pâlit, l'autre tremble. Souvent le vengeur est aussi lâche que la victime. Peu de gens ont le courage de produire un mal, même nécessaire. Et bien des hommes se taisent ou pardonnent en haine du bruit, ou par peur d'un dénouement tragique. Cette intussusception de nos âmes et de nos sentiments établissait une lutte mystérieuse entre le fournisseur et moi. Depuis la première interpellation que je lui avais faite, pendant le récit de M. Hermann, il fuyait mes regards. Peut-être aussi évitait-il ceux de tous les convives. Il causait avec l'inexpériente Fanny, la fille du banquier. Éprouvant sans doute, comme tous les criminels, le besoin de se rapprocher de l'innocence, en espérant trouver du repos près d'elle, mais quoique loin de lui, je l'écoutais, et mon œil perçant fascinait le sien. Quand il croyait pouvoir m'épier impunément, nos regards se rencontraient, et ses paupières s'abaissaient aussitôt. Fatigué de ce supplice, Taillefer s'empressa de le faire cesser en se mettant à jouer. J'allais parier pour son adversaire, mais en désirant perdre mon argent. Ce souhait fut accompli. Je remplaçai le joueur sortant et me trouvai face à face avec le meurtrier. « Monsieur, lui dis-je, pendant qu'il me donnait des cartes, auriez-vous la complaisance de démarquer ?» Il fit passer assez précipitamment ses jetons de gauche à droite. Ma voisine était venue près de moi, je lui jetai un coup d'œil significatif. « Seriez-vous, demandai-je en m'adressant au fournisseur, monsieur Frédéric Taillefer, de qui j'ai beaucoup connu la famille à Beauvais ? » « Oui, monsieur, répondit-il. » Il laissa tomber ses cartes, pâlit, mit sa tête dans ses mains, pria l'un de ses parieurs de tenir son jeu, et se leva. « Il fait trop chaud ici, s'écria-t-il. Je crains... » Il n'acheva pas. Sa figure exprima tout à coup d'horribles souffrances, et il sortit brusquement. Le maître de la maison accompagna Taillefer, en paraissant prendre un vif intérêt à sa position. Nous nous regardâmes, ma voisine et moi, mais je trouvai je ne sais quelle teinte d'amère tristesse répandue sur sa physionomie. « Votre conduite est-elle bien miséricordieuse ?» me demanda-t-elle, en m'emmenant dans une embrasure de fenêtre, au moment où je quittais le jeu après avoir perdu. « Voudriez-vous accepter le pouvoir de lire dans tous les cœurs ? Pourquoi ne pas laisser agir la justice humaine et la justice divine ? Si nous échappons à l'une, nous n'évitons jamais l'autre. Les privilèges d'un président de cour d'assises sont-ils donc bien dignes d'envie ? Vous avez presque fait l'office du bourreau. Après avoir partagé, stimulé ma curiosité, vous me faites de la morale ? Vous m'avez fait réfléchir, me répondit-elle. Donc, paix aux scélérats, guerre aux malheureux, et déifions l'or. Mais, laissons cela, ajoutai-je en riant. Regardez, je vous prie, la jeune personne qui entre en ce moment dans le salon. Eh bien ? Je l'ai vue il y a 3 jours au bal de l'ambassadeur de Naples. J'en suis devenu passionnément amoureux. De grâce, dites-moi son nom. Personne n'a pu... C'est mademoiselle Victorine Taillefer. J'eus un éblouissement.
Sa belle-mère, me disait ma voisine, dont j'entendis à peine la voix, l'a retirée depuis peu du couvent, où s'est tardivement achevée son éducation. Pendant longtemps son père a refusé de la reconnaître. Elle vient ici pour la première fois, elle est bien belle et bien riche. » Ces paroles furent accompagnées d'un sourire sardonique. En ce moment, nous entendîmes des cris violents mais étouffés. Ils semblaient sortir d'un appartement voisin et retentissaient faiblement dans les jardins. « N'est-ce pas la voix de M. Taillefer » m'écriai-je. Nous prêtâmes au bruit toute notre attention, et d'épouvantables gémissements parvinrent à nos oreilles. La femme du banquier accourut précipitamment vers nous et ferma la fenêtre. « Évitons les scènes, nous dit-elle. Si mademoiselle Taillefer entendait son père, elle pourrait bien avoir une attaque de nerfs. » Le banquier rentra dans le salon, y chercha Victorine et lui dit un mot à voix basse. Aussitôt la jeune personne jeta un cri, s'élança vers la porte et disparut. Cet événement produisit une grande sensation. Les parties cessèrent. Chacun questionna son voisin. Le murmure des voix grossit, et des groupes se formèrent. « Monsieur Taillefer se serait-il, demandai-je. »« Tué, s'écria ma railleuse voisine. Vous emporteriez gaiement le deuil, je pense. »« Mais que lui est-il donc arrivé ?»« Le pauvre bonhomme, répondit la maîtresse de la maison, est sujet à une maladie dont je n'ai pu retenir le nom, quoique M. Brousson me l'ait dit assez souvent, et il vient d'en avoir un accès. »« Quel est donc le genre de cette maladie ?» demanda soudain un juge d'instruction. « Oh, c'est un terrible mal, monsieur, répondit-elle. Les médecins n'y connaissent pas de remède. Il paraît que les souffrances en sont atroces. Un jour, ce malheureux Taillefer ayant eu un accès pendant son séjour à ma terre, j'ai été obligé d'aller chez une de mes voisines pour ne pas l'entendre. Il pousse des cris terribles, il veut se tuer. Sa fille fut alors forcée de le faire attacher sur son lit et de lui mettre la camisole des fous. Ce pauvre homme prétend avoir dans la tête des animaux qui lui rongent la cervelle. C'est des élancements, des coups de scie, des tiraillements horribles dans l'intérieur de chaque nerf. Il souffre tant à la tête qu'il ne sentait pas les moxas qu'on lui appliquait jadis pour essayer de le distraire. Mais M. Brousson, qui l'a pris pour médecin, les a défendus, en prétendant que c'était une affection nerveuse, une inflammation de nerfs, pour laquelle il fallait des sangsues au cou et de l'opium sur la tête. Et en effet, les accès sont devenus plus rares, et n'ont plus paru que tous les ans, vers la fin de l'automne. Quand il est rétabli, Taillefer répète sans cesse qu'il aurait mieux aimé être roué que de ressentir de pareilles douleurs. Alors, il paraît qu'il souffre beaucoup, dit un agent de change, le bel esprit du salon. Oh, reprit-elle, l'année dernière il a failli périr. Il était allé seul à sa terre, pour une affaire pressante. Faute de secours peut-être, il est resté 22 heures étendu roide, et comme mort. Il n'a été sauvé que par un bain très chaud. C'est donc une espèce de tétanos, demanda l'agent de change. Je ne sais pas, reprit-elle. Voilà près de 30 ans qu'il jouit de cette maladie gagnée aux armées. Il lui est entré, dit-il, un éclat de bois dans la tête en tombant dans un bateau. Mais Brousson espère le guérir. On prétend que les Anglais ont trouvé le moyen de traiter sans danger cette maladie-là par l'acide prussique. En ce moment, un cri plus perçant que les autres retentit dans la maison et nous glaça d'horreur. « Eh bien, voilà ce que j'entendais à tout moment, reprit la femme du banquier. Cela me faisait sauter sur ma chaise et m'agaçait les nerfs. Mais, chose extraordinaire, ce pauvre Taillefer, tout en souffrant des douleurs inouïes, ne risque jamais de mourir. Il mange et boit comme à l'ordinaire, pendant les moments de répit que lui laisse cet horrible supplice. La nature est bien bizarre. Un médecin allemand lui a dit que c'était une espèce de goutte à la tête. Cela s'accorderait assez avec l'opinion de Brousson. Je quittai le groupe qui s'était formé autour de la maîtresse du logis, et sortis avec mademoiselle Taillefer, qu'un valet vint chercher.
Ô mon Dieu, s'écria-t-elle en pleurant, qu'a donc fait mon père au ciel pour avoir mérité de souffrir ainsi? Un être si bon. Je descendis l'escalier avec elle, et en l'aidant à monter dans la voiture, j'y vis son père, courbé en deux. Mademoiselle Taillefer essayait d'étouffer les gémissements de son père, en lui couvrant la bouche d'un mouchoir. Malheureusement, il m'aperçut, sa figure parut se crisper encore davantage, un cri convulsif fendit les airs, il me jeta un regard horrible, et la voiture partit. Ce dîner, cette soirée, exercèrent une cruelle influence sur ma vie et sur mes sentiments. J'aimais mademoiselle Taillefer, précisément peut-être parce que l'honneur et la délicatesse m'interdisaient de m'allier à un assassin, quelque bon père et bon époux qu'il pût être. Une incroyable fatalité m'entraînait à me faire présenter dans les maisons où je savais pouvoir rencontrer Victorine. Souvent, après m'être donné à moi-même ma parole d'honneur de renoncer à la voir, le soir même je me trouvais près d'elle. Mes plaisirs étaient immenses. Mon légitime amour, plein de remords chimériques, avait la couleur d'une passion criminelle. Je me méprisais de saluer Taillefer, quand par hasard il était avec sa fille. Mais je le saluais. Enfin, par malheur, Victorine n'est pas seulement une jolie personne. De plus, elle est instruite, remplie de talent, de grâce, sans la moindre pédanterie, sans la plus légère teinte de prétention. Elle cause avec réserve, et son caractère a des grâces mélancoliques auxquelles personne ne sait résister. Elle-même, ou du moins elle me le laisse croire. Elle a un certain sourire qu'elle ne trouve que pour moi, et pour moi, sa voix s'adoucit encore. Oh, elle m'aime, mais elle adore son père, mais elle m'en vante la bonté, la douceur, les qualités exquises. Ses éloges sont autant de coups de poignard qu'elle me donne dans le cœur. Un jour, je me suis trouvé presque complice du crime sur lequel repose l'opulence de la famille Taillefer. J'ai voulu demander la main de Victorine. Alors j'ai fui. J'ai voyagé. Je suis allé en Allemagne, à Andernach. Mais je suis revenu. J'ai retrouvé Victorine pâle. Elle avait maigri. Si je l'avais revue bien portante, gaie, j'étais sauvé. Ma passion s'est rallumée avec une violence extraordinaire. Craignant que mes scrupules ne dégénérassent en monomanie, je résolus de convoquer un sanédrin de conscience pure, afin de jeter quelque lumière sur ce problème de haute morale et de philosophie. La question s'était encore bien compliquée depuis mon retour. Avant-hier, donc, j'ai réuni ceux de mes amis auxquels j'accorde le plus de probité, de délicatesse et d'honneur. J'avais invité 2 Anglais, un secrétaire d'ambassade et un puritain, un ancien ministre dans toute la maturité de la politique, des jeunes gens encore sous le charme de l'innocence, un prêtre, un vieillard, puis mon ancien tuteur, homme naïf, qui m'a rendu le plus beau compte de tutelle, dont la mémoire soit restée au palais. Un avocat, un notaire, un juge, enfin toutes les opinions sociales, toutes les vertus pratiques. Nous avons commencé par bien dîner, bien parler, bien crier. Puis, au dessert, j'ai raconté naïvement mon histoire et demandé quelque bon avis en cachant le nom de ma prétendue. « Conseillez-moi, mes amis, leur dis-je en terminant. Discutez longuement la question, comme s'il s'agissait d'un projet de loi. L'urne et les boules du billard vont vous être apportées, et vous voterez pour ou contre mon mariage, dans tout le secret voulu par un scrutin. » Un profond silence régna soudain. Le notaire se récusa. « Il y a, dit-il, un contrat à faire. » Le vin avait réduit mon ancien tuteur au silence, et il fallait le mettre en tutelle pour qu'il ne lui arrivât aucun malheur en retournant chez lui. « Je comprends, m'écriai-je. Ne pas donner son opinion,
c'est me dire énergiquement ce que je dois faire. » Il y eut un mouvement dans l'assemblée. Un propriétaire qui avait souscrit pour les enfants et la tombe du général Foy s'écria: « Ainsi que la vertu, le crime a ses degrés. » « Bavard, me dit l'ancien ministre à voix basse, en me poussant le coude. « Où est la difficulté ? Demanda un duc, dont la fortune consiste en biens confisqués à des protestants réfractaires lors de la révocation de l'édit de Nantes. L'avocat se leva. « En droit, l'espèce qui nous est soumise ne constituerait pas la moindre difficulté. »« Monsieur le duc a raison, s'écria l'organe de la loi. N'y a-t-il pas prescription ? Où en serions-nous tous s'il fallait rechercher l'origine des fortunes ? Ceci est une affaire de conscience. Si vous voulez absolument porter la cause devant un tribunal, allez à celui de la pénitence. » Le code incarné se tut, s'assit et but un verre de vin de champagne. L'homme chargé d'expliquer l'Évangile, le bon prêtre, se leva. « Dieu nous a fait fragiles, dit-il avec fermeté. Si vous aimez l'héritière du crime, épousez-la, mais contentez-vous du bien matrimonial et donnez aux pauvres celui du père. » « Mais, s'écria l'un de ces ergoteurs sans pitié, qui se rencontrent si souvent dans le monde, le père n'a peut-être fait un beau mariage que parce qu'il s'était enrichi. Le moindre de ses bonheurs n'a-t-il donc pas toujours été un fruit du crime ? La discussion est en elle-même une sentence. Il est des choses sur lesquelles un homme ne délibère pas, s'écria mon ancien tuteur, qui crut éclairer l'assemblée par une saillie d'ivresse. Oui, dit le secrétaire d'ambassade. Oui, s'écria le prêtre. Ces deux hommes ne s'entendaient pas. Un doctrinaire auquel il n'avait guère manqué que 150 voix sur 155 votants pour être élu se leva. Messieurs, cet accident phénoménal de la nature intellectuelle est un de ceux qui sortent le plus vivement de l'état normal auquel est soumise la société, dit-il. Donc, la décision à prendre doit être un fait extemporané de notre conscience, un concept soudain, un jugement instructif, une nuance fugitive de notre appréhension intime, assez semblable aux éclairs qui constituent le sentiment du goût. Votons. Votons, s'écrièrent mes convives. Je fis donner à chacun 2 boules, l'une blanche, l'autre rouge. Le blanc, symbole de la virginité, devait proscrire le mariage, et la boule rouge l'approuver. Je m'abstins de voter par délicatesse. Mes amis étaient 17, le nombre 9 formait la majorité absolue. Chacun alla mettre sa boule dans le panier d'osier, à col étroit, où s'agitent les billes numérotées, quand les joueurs tirent leur place à la poule, et nous fûmes agités par une assez vive curiosité, car ce scrutin de morale épurée avait quelque chose d'original. Au dépouillement du scrutin, je trouvai 9 boules blanches. Ce résultat ne me surprit pas, mais je m'avisai de compter les jeunes gens de mon âge, que j'avais mis parmi mes juges. Ces casuistes étaient au nombre de 9, ils avaient tous eu la même pensée. « Oh oh, me dis-je, il y a unanimité secrète pour le mariage et unanimité pour me l'interdire. Comment sortir d'embarras ? » « Où demeure le beau-père » demanda étourdiment un de mes camarades de collège, moins dissimulé que les autres. « Il n'y a plus de beau-père » m'écriai-je. « Jadis, ma conscience parlait assez clairement pour rendre votre arrêt superflu. Et si aujourd'hui sa voix s'est affaiblie, voici les motifs de ma couardise. Je reçus, il y a 2 mois, cette lettre séductrice. » Je leur montrai l'invitation suivante, que je tirai de mon portefeuille. Vous êtes priés d'assister au convoi, service et enterrement de monsieur Jean-Frédéric Taillefer, de la maison Taillefer et compagnie, ancien fournisseur des vivres viandes, en son vivant chevalier de la Légion d'honneur et de l'Éperon d'or, capitaine de la première compagnie de grenadiers de la 2e Légion de la Garde nationale de Paris, décédé le 1er mai dans son hôtel, rue Joubert, et qui se feront à... etc. De la part de... etc. Maintenant, que faire, repris-je. Je vais vous poser la question très largement.
Il y a bien certainement une mare de sang dans les terres de mademoiselle Taillefer. La succession de son père est un vaste aselma, je le sais. Mais Prosper Magnan n'a pas laissé d'héritier. Mais il m'a été impossible de retrouver la famille du fabricant d'épingles, assassiné à Andernach. À qui restituer la fortune? Et doit-on restituer toute la fortune? Ai-je le droit de trahir un secret surpris, d'augmenter d'une tête coupée la dot d'une innocente jeune fille, de lui faire de mauvais rêves, de lui ôter une belle illusion, de lui tuer son père une seconde fois en lui disant « Tous vos écus sont tachés ». J'ai emprunté le dictionnaire des cas de conscience à un vieil ecclésiastique, et n'y ai point trouvé de solution à mes doutes. Faire une fondation pieuse pour l'âme de Prosper Magnan, de Wallenfer, de Taillefer? Nous sommes en plein XIXe siècle. Bâtir un hospice ou instituer un prix de vertu? Le prix de vertu sera donné à des fripons. Quant à la plupart de nos hôpitaux, ils me semblent devenus aujourd'hui les protecteurs du vice. D'ailleurs, ces placements plus ou moins profitables à la vanité constitueront-ils des réparations? Et les dois-je? Puis j'aime, et j'aime avec passion. Mon amour est ma vie. Si je propose sans motif à une jeune fille habituée au luxe, à l'élégance, à une vie fertile en jouissance d'art, à une jeune fille qui aime à écouter paresseusement au bouffon la musique de Rossini, si donc je lui propose de se priver de 1500 000 francs en faveur de vieillards stupides ou de galeux chimériques, elle me tournera le dos en riant, ou sa femme de confiance me prendra pour un mauvais plaisant. Si, dans une extase d'amour, je lui vante les charmes d'une vie médiocre et ma petite maison sur les bords de la Loire, si je lui demande le sacrifice de sa vie parisienne au nom de notre amour, ce sera d'abord un vertueux mensonge. Puis, je ferai peut-être là quelque triste expérience et perdrai le cœur de cette jeune fille, amoureuse du bal, folle de parure et de moi pour le moment. Elle me sera enlevée par un officier mince et pimpant, qui aura une moustache bien frisée, jouera du piano, vantera Lord Byron et montera joliment à cheval. Que faire, messieurs de grâce, un conseil? L'honnête homme, cette espèce de puritain assez semblable au père de Jenny Deans, de qui je vous ai déjà parlé, et qui jusque-là n'avait soufflé mot, haussa les épaules en me disant « Imbécile, pourquoi lui as-tu demandé s'il était de Beauvais ?» Paris, mai 1831.